Je suis extrêmement heureux de venir dans un pays qui nous a beaucoup aidé, qui a beaucoup aidé la révolution tunisienne, qui a été toujours notre deuxième partenaire économique après l'Union européenne et qui est donc un pays qui compte beaucoup pour nous. Vous savez que ce qu'on appelle le printemps arabe a démarré le 17 décembre 2010 en Tunisie. Le 25 janvier 2011, il atteignait l'Égypte. Le 17 février 2011, il atteignait la Libye. 2 mois après, il atteignait la Syrie et le Yémen est aussi dans ces environs-là. Donc 5 pays ont été touchés par le séisme. Il y a eu un impact direct, mais il y a un impact indirect qui n'est pas bien vu dans les autres pays arabes qui se sont mis tous à faire des réformes très rapidement. Donc ce printemps arabe a touché 300 millions d'Arabes. 300 millions de la population d'Arabes. Oui, 300 millions. Donc ça touche un phénomène politique qui touche 300 millions de personnes. Ces révolutions, donc, qui ont un impact direct ou indirect sur tout ce monde arabe, je parle des révolutions dans les pays maintenant où elles ont lieu, elles ont toutes les mêmes caractéristiques. Ce sont des révolutions populaires, ce sont des révolutions sans chef, sans idéologie. C'est essentiellement la jeunesse qui a utilisé les méthodes, les techniques, notamment de l'Internet et les réseaux sociaux. Donc c'est une révolution technologique. Et tout cela, et ce n'est absolument pas des révolutions religieuses ou nationalistes, ce sont des révolutions essentiellement démocratiques et sociales. Là où elles ont réussi, c'est-à-dire en Tunisie, en Égypte, en Libye et au Yémen, elles font face exactement aux 3 types de problèmes. Le problème politique qui consiste à mettre en place un nouveau système politique pour remplacer la dictature. Les difficultés économiques, le système économique qui a été miné par la corruption, il faut mettre en place un système économique qui n'est pas corrompu et qui tourne. Et ensuite, le défi sécuritaire, parce que dans les périodes intermédiaires, il y a toujours un relâchement de l'appareil sécuritaire et il y a un moment d'insécurité très important. Jusqu'à présent, c'est la Tunisie qui fait la transition la moins difficile. Sur le plan politique, nous sommes à peu près en train de terminer la Constitution. Nous avons décidé qu'il y aura des élections fin de cette année. Nous avons pu constituer un gouvernement qui rassemble les islamistes modérés et les laïcs modérés. Donc nous avons pu, si vous voulez, faire en sorte que sur le plan politique, les choses marchent et que nous mettons en place un État démocratique transparent avec un très large consensus. Sur le plan économique, après la Révolution, on a eu une très forte baisse du tourisme, qui est une de nos principales ressources. Ensuite, l'appareil de production a été plus ou moins malmené par la Révolution elle-même, par les grèves. Et donc, on a eu une baisse importante de notre produit national brut, mais aujourd'hui, de notre taux de croissance. Mais depuis 2011, le tourisme est en train de revenir, la confiance est en train de revenir, l'investissement intérieur et extérieur recommence. Et tout le monde attend les élections, c'est-à-dire la fin de cette période intermédiaire pour que la machine économique, débarrassée de la corruption, avec des nouvelles lois facilitant justement l'investissement, la transparence, avec la justice indépendante, nous espérons que la machine économique va redémarrer très rapidement et nous comptons faire 6% de croissance dans les prochaines années. Le dernier problème, c'est le problème de sécurité. Après la Révolution, l'appareil sécuritaire s'est effondré parce qu'il était considéré comme appartenant à la dictature. Donc il y a eu un climat d'insécurité, mais qui n'a pas duré très longtemps. Ensuite, il y a eu des groupes salafistes djihadistes, donc des groupes terroristes, qui se sont organisés à l'occasion donc de ce défect ou de ce déficit de sécurité. Et aujourd'hui, le pays est en train de recouvrir, notamment grâce à l'armée, grâce à la reconstruction de l'appareil sécuritaire, grâce à l'appui de la population, nous sommes en train de, si vous voulez, de circonscrire ce danger djihadiste qui est un problème qui n'est pas simplement un problème national. L'existence des difficultés au Mali, en Libye, en Syrie, fait que nous sommes malheureusement maintenant devenus partie prenante de ce circuit, mais
grâce justement à l'armée, grâce à la police et grâce à l'opinion publique, la Tunisie est en train de limiter très fortement ce danger. Je voudrais terminer par à la fois exprimer mes plus profonds regrets pour les victimes japonaises de Ain Aminas et présenter les condoléances du peuple tunisien au peuple japonais pour ce malheur qui les a frappés. Nous regrettons énormément parce que les Japonais sont des coopérants pacifiques et nous avons ressenti très douloureusement l'attaque contre eux. Et je termine aussi par remercier le peuple japonais de tout l'appui et le gouvernement japonais pour l'appui qu'il a toujours apporté au peuple tunisien et notamment aujourd'hui alors qu'il passe par une période de transition délicate. Et je me permets de poser 3 questions en qualité de modérateur. Concernant ces 3 questions, le premier c'est que Monsieur le Président, vous venez de dire que vous avez terminé presque le projet de constitution. Et les élections sont prévues d'être tenues à la fin de cette année. Et quand il s'agit du gouvernement tunisien actuel, je dirais que ça c'est le premier parti qui a remporté le plus de voix issues de l'élection dernière. Alors c'est ce parti qui a donc nommé qui a le Premier ministre dans le gouvernement. Alors et ce Premier ministre a un pouvoir très important. Et dans ce cas, alors est-ce que c'est une sorte de régime dans lequel, par exemple, le gouvernement des parlementaires a plus de poids? Et c'est ça, par exemple, l'idée de l'organisation telle que vous prévoyez dans le texte de nouvelle constitution, quelle peut être, par exemple, la tendance forte concernant le nouveau régime qui va être prévu par la nouvelle constitution. Notre grande angoisse, si vous voulez, qui explique les difficultés que nous avons à faire la Constitution, c'est d'éviter que nous ayons la dictature. Notre obsession, c'est plus jamais la dictature. Donc, nous avons mis en place un système tel que ni le Premier ministre, ni le président de la République ne puissent devenir des dictateurs. On a partagé les pouvoirs entre eux, avec en plus une cour constitutionnelle, avec un parlement fort, mais avec des pouvoirs partagés. Donc on a dit que le président de la République sera élu au suffrage universel, qu'il aura l'autorité sur les relations extérieures, sur la défense, sur les problèmes de sécurité nationale, et que le Premier ministre, qui lui fera partie du premier parti et donc qui a remporté le plus de voix, aura à charge les problèmes socio-économiques. En plus, il y aura encore une fois une cour constitutionnelle, une liberté de la presse, une forte magistrature indépendante, et avec tout cela, on essaie de faire tout un système politique pour empêcher le retour de la dictature. Bien, alors, comme M. le Président vient de nous décrire, alors, donc, quand il s'agit de la question de sécurité, alors, ce n'est pas que le problème qui concerne directement que votre pays. Alors, ça peut concerner l'ensemble des pays voisins et qui vous entourent. Mais dans le contexte où il y a le retour de touristes et il y a également le retour des investissements directs, parce que, alors, ce sont des facteurs déterminants pour faire l'avenir sûr. Mais quels sont, par exemple, les dispositifs et bien des mesures concrètes que vous avez et que vous allez mettre en œuvre pour assurer la meilleure sécurité, alors en travaillant avec des pays voisins? Nous avons une coopération extrêmement importante avec la Libye, avec l'Algérie, qui nous permet de boucler nos frontières. Nous avons des relations très importantes aussi avec l'Union européenne pour nous aider aussi à surveiller toutes nos côtes. Mais l'essentiel du travail sécuritaire, c'est notre armée qui le fait, et notre police qui est en train de faire un magnifique travail de recontrôle de toutes les sources qui peuvent, notamment les sources de trafic d'armes qui viennent de la Libye, parce que malheureusement l'insécurité dans ce pays voisin et frère, c'est la principale cause justement de ces armes qui rentrent dans notre pays. Mais pour nous, le combat contre le terrorisme, c'est à la fois un combat très net
par la police et par l'armée contre les groupes justement qui usent de la violence, mais nous savons que derrière cela, il y a ce sont les problèmes socio-économiques, c'est en général le lumpenprolétariat, des jeunes qui sont passés par la prison, par la drogue, par le crime, etc. Et donc, c'est la machine économique qui va nous aider en grande partie à résoudre ce problème. Donc, le traitement symptomatique, c'est évidemment la répression dans le cadre du respect des droits de l'homme, mais c'est essentiellement le travail à longue haleine du développement social et économique qui va tarir les sources du problème. Eh bien, alors, bon, j'ai très bien compris que l'intégrité de machines économiques qui tournent, alors, qui est indispensable, mais je dirais que alors, ça risque d'être long. Mais au moment de la Révolution, alors, quel était le problème? C'est que chez des jeunes, ils n'avaient pas des emplois. Alors, donc, il me semble bien qu'il n'y a toujours pas d'amélioration de la situation d'emploi des jeunes, mais pour ce qui concerne la création d'emplois pour des jeunes, et dans une optique à court terme, et aussi bien dans une optique à moyen terme et long terme, avec quelle politique alors vous pensez pouvoir créer des emplois pour les jeunes? Le principal problème, c'est que le niveau d'attente est extrêmement élevé après la Révolution. Tout le monde pense que la Révolution va solutionner les problèmes. Alors, il peut y avoir un moment de désillusion quand les jeunes se rendent compte que c'est un processus lent. La seule chose qui compte pour nous, c'est d'ouvrir les perspectives, c'est-à-dire que les gens voient qu'il y a de l'espoir, qu'il y a des chantiers qui se mettent en place, que la machine commence un peu à tourner. Et dès que les gens perçoivent qu'il y a de l'espoir, les gens sont capables d'attendre. Les gens sont raisonnables, ils savent qu'on ne peut pas résoudre les problèmes du jour au lendemain. Et c'est cet espoir-là que nous sommes en train d'essayer de donner aux jeunes. Et les gens reprennent confiance, ils voient que la sécurité se met en place, ils voient que les hommes politiques sont en train d'avancer dans la Constitution, ils voient la machine économique tourner au ralenti, mais elle tourne, et ils voient qu'il va y avoir, ils peuvent espérer un pays sans corruption, un pays avec de la justice, de la liberté, et les gens sont capables d'attendre. Et c'est ça, c'est cette ouverture de l'espoir qui est la chose la plus importante pour nous. Je m'appelle Hilano de quotidien journal Mainichi. Je vous pose une question concernant vos relations avec la Chine. Alors, étant donné que la Chine s'est beaucoup développée économiquement depuis quelques années, et c'est ainsi, et les Chinois, alors on essaie d'apporter le soutien en Afrique et de manière croissante, et les Chinois sont plus ou moins des rivaux par rapport à nous, les Japonais, et c'est pour cela, d'autant plus que, alors, donc c'est pour cela les Japonais donc manifestent beaucoup d'intérêt à ce qu'ils font, les Chinois en particulier, dans votre pays, en Tunisie, en Afrique. Alors, quels sont par exemple des soutiens économiques que les Chinois vous apportent en Tunisie? Et puis, est-ce qu'il y a des différences de nature de soutien chinois et japonais? Et alors, puis, quels sont par exemple, d'une manière relative, et par rapport aux Chinois, quels sont des soutiens économiques que vous attendez de Japon? D'abord, laissez-moi vous dire que pour nous, le peuple chinois et le peuple japonais sont pour nous deux peuples amis et que nous voulons absolument développer notre coopération avec ces deux grandes nations qui nous apportent chacune des choses différentes. Et nous soutenons et nous appuyons cette coopération bilatérale. Pour le moment, c'est le Japon qui reste de très loin c'est notre deuxième partenaire économique après l'Union européenne. Le Japon est impliqué dans des dizaines je dirais, la coopération avec le Japon est très ancienne et elle est beaucoup plus avancée. Et c'est avec le Japon que nous sommes en train de mettre en place des pôles de technologie avancée. C'est avec le Japon que nous comptons et nous espérons construire une université tuniso-japonaise, etc. Donc les rapports, parce qu'ils sont plus anciens, sont plus avancés et sont plus fructueux. Maintenant, la Chine nous propose aussi son aide dans des domaines qui sont encore tout à fait restreints, mais pour la Chine, la Tunisie n'est pas encore un pays où elle s'investit beaucoup. Pour le moment, encore une fois, nous voulons développer nos relations avec tous les pays du monde, mais pour le moment, nos relations avec le Japon sont de très loin plus fortes.
Alors, d'après ce que j'ai compris, en Tunisie, et vous avez ce qu'on appelle le Technopac, pôle de technologie, Oui. et qui sert d'une sorte de vitrine des technologies et de Japon. Oui. Et puis, il y a également l'organisation japonaise de coopération pour le développement des pays étrangers qui est JICA, alors qui a donc apporté le soutien pour pouvoir former et alors vos compatriotes et avec les moyens japonais. Alors, et il est question maintenant d'avancer de coopération économique avec des pays subsahariens. Et donc à ce moment-là, il peut y avoir par exemple la forme triangulaire de coopération sud-sud, donc Japon et des pays subsahariens et la Tunisie. Oui, absolument. D'ailleurs, ce technopole que nous avons dans la périphérie de Tunis, pour nous, c'est le noyau autour duquel nous aimerions construire une université tuniso-japonaise, et que cette université, évidemment, porterait essentiellement sur les domaines de technologie avancée, mais que nous allons ouvrir aux étudiants d'Afrique subsaharienne. Nous avons nos universités déjà en Tunisie, nous recevons beaucoup d'étudiants subsahariens, et ça serait effectivement la formule d'une coopération triangulaire. Et c'est avec cette idée-là que je suis venu au Japon et j'espère que nous allons pouvoir la faire avancer. Eh bien, alors je m'appelle Kako de la télévision TBS et je vous remercie, Monsieur le Président, de nous avoir présenté vos propos. Alors, la question c'est de savoir, alors vous avez un rendez-vous avec notre Premier ministre qui est Monsieur Abe demain. Alors, et le gouvernement Abe, et pour ce qui concerne, par exemple, le soutien que le Japon peut apporter à l'égard des pays de l'Afrique, c'est par exemple des soutiens immatériels tels que la formation des personnels et aussi bien l'aménagement de systèmes judiciaires, bien législatifs, entre autres. Donc, et qui est différent de ce que les Chinois font et dans son implantation dans les pays étrangers, parce que bon, les Chinois essaient d'être de plus en plus présents à l'étranger. Alors, comment vous trouvez cette démarche qui va être entreprise par le gouvernement Abe, c'est-à-dire le soutien immatériel, et qui va être à la clé de la politique des relations extérieures du gouvernement de Abe. Et puis, alors, à l'occasion de votre rendez-vous avec le Premier ministre Abe de demain, alors quels sont des arguments que vous souhaiteriez développer? Oui, je pense que ce que le Japon apporte, c'est essentiellement quelque chose d'immatériel au niveau de deux choses. Au niveau d'abord du savoir, du savoir-faire, mais je dirais aussi du savoir-être, c'est-à-dire le Japon, c'est toute son éthique du travail, son éthique du sérieux, etc., qui, à mon avis, l'Afrique a énormément besoin non seulement du savoir-faire, mais du savoir-être. Donc c'est vrai que nous sommes dans l'immatériel et c'est vrai qu'il faut vraiment mettre beaucoup le paquet sur ce matériel. Et je pense que le fait que des étudiants tunisiens ou des étudiants africains, enfin subsahariens, viennent au Japon pour justement sentir tout cela est extrêmement important. Je pense que c'est ça essentiellement que le Japon peut apporter, à la fois sa technique, son savoir et aussi sa façon de faire. Quant avec M. Abe, je ne pense pas que j'aurai beaucoup de difficultés à le convaincre parce que jusqu'à présent le Japon s'est montré extrêmement amical vis-à-vis de la Tunisie. Je pense qu'il aura besoin simplement que je lui explique la situation et que je lui propose des axes de travail qui soient à la fois réalistes, réalisables et qui peuvent promouvoir les relations entre les deux pays. Je pense que ce sera une entrevue fructueuse et facile, parce que amicale dès le départ. Nous avons l'honneur de recevoir les invités dans notre club de Japan National Press Club. Alors, nous demandons écrire un mot dans notre livre d'or. Merci, Monsieur le Président. Voilà, maintenant, alors le cadeau est au nom de Japan National Press Club, et qui est le cadeau qui est alors représenterait bien la liberté de l'expression, qui est la plume, crayon plume. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.